Bonjour François Ruffin. Bonjour. Vous êtes souvent un cas à part parmi les insoumis dont vous critiquez parfois les idées et le positionnement. On va en parler avec vous si vous voulez bien. D'abord, la priorité en ce moment pour une bonne partie des Français, c'est la question du pouvoir d'achat. Vous avez sans doute entendu Emmanuel Macron ces derniers jours s'en prendre aux profiteurs de crise, expression que vous utilisez vous. Profiteur de guerre, il a dit, il me semble. Profiteur de guerre, vous avez raison. Expression que vous utilisez vous depuis 2 ans déjà. Vous lui dites quoi? Banco, taxons les super profits. Vous savez, il le fait quand il est à l'étranger. Et quand je le vois dans des sommets internationaux ou à Davos, on a l'impression d'avoir un grand humaniste, un justicier, et on aimerait bien avoir le même à la maison. Mais quand il revient, c'est plus le même. En 5 ans d'Emmanuel Macron, les premières fortunes françaises ont triplé. Il n'y a pas eu un mot là-dessus d'Emmanuel Macron. Dans son programme, il n'y a pas un mot sur le partage. Et on a là plus 300 milliards d'euros pour les milliardaires en temps de crise. Il n'y a pas un mot d'Emmanuel Macron. Pour vous, il n'a pas changé d'avis? Ah non, il n'a pas changé d'avis. Je veux dire, le fond d'Emmanuel Macron, c'est d'être le président des riches. Ça ne va pas changer. Il a eu 2 ans de crise Covid pour intervenir là-dessus. J'avais dit, moi, les riches français se sont enrichis de plus 55% Il y a eu quoi qu'il en coûte aussi. un an de crise Covid. Alors, j'ai eu le droit à un fact-checking de France Info, et vous êtes venu dire, non, c'est pas plus 55%, c'est plus 68%. Pendant qu'on demandait aux Français de rester chez eux et de se serrer la ceinture, on avait des riches des ultra-riches, qu'il faut dire, qui s'ultra-gavaient. Et il n'y a pas eu une intervention d'Emmanuel Macron sur la question. Je veux dire, Amazon, dans mon coin, qui se goinfre tous azimuts et qui, péniblement, parce qu'il y a une grève, accepte de relever les salaires de 3,5%, c'est-à-dire même pas l'inflation, il n'y a pas d'intervention d'Emmanuel Macron pour dire non, attendez, Amazon doit payer. Les autres profiteurs de crise, on les avait identifiés pendant la crise Covid. Les assureurs... Vous aviez dit l'industrie pharmaceutique, les assureurs, les géants du commerce, c'est toujours les mêmes ou il y en a d'autres aujourd'hui? Là, manifestement, il y a l'énergie. La dernière fois que je suis passé sur votre plateau, j'ai dit je veux parler de Total, laissez-moi parler de Total. Et vous avez parlé de Total. On a parlé de Total. Mais heureusement. Donc là, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a fait? 15 milliards d'euros de bénéfices pour Total. C'est du jamais vu dans toute l'histoire du CAC 40. C'est pas lui ça, hein? C'est pas Emmanuel Macron les bénéfices de Total. Non mais qu'est-ce qu'il fait l'année dernière? Il y en a 15 milliards pour Total. On a les bénéfices du CAC 40 qui sont à hauteur de 140 milliards d'euros. C'est, je le rappelle, plus 60% par rapport au précédent record. Vous voyez, quand on bat un record en sport, vous regardez les Jeux Olympiques, on les bat de 1 centième de seconde, on se dit, oh punaise, formidable! Quand c'est en hauteur, on les bat de 1 centimètre, on se dit, extraordinaire. Là, le CAC 40 fait plus 60% par rapport à son précédent record de 2007, et on reste les bras croisés, on se dit pas, mais peut-être qu'il y a quand même un gros problème quand on a un festin. Dans les grandes sociétés, on a un festin chez les actionnaires. Voilà, la table est bien remplie et qu'on demande en permanence aux Français de se rationner. Et il y a une campagne présidentielle qui s'est déroulée. Je n'ai pas entendu un mot d'Emmanuel Macron sur ce sujet. Il y a une élection législative qui s'est déroulée. Il n'y a pas eu un mot des candidats macronistes sur ce sujet. François Ruffin, hier matin, à votre place, c'est Marine Le Pen qui était là et qui a dit à peu près la même chose que vous, en disant je suis prête à déposer une loi demain matin pour taxer à 65% les profiteurs de crise. Au-delà de vos désaccords politiques, si elle le dépose, vous le votez? Non mais attendez, d'abord, elle votera peut-être la mienne surtout, parce que bon, voilà, c'est quand même... je veux dire là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. C'est la suite. La suite, c'est quoi? C'est que Marine Le Pen, de la même manière qu'Emmanuel Macron, n'a pas... Dans son projet présidentiel, je l'ai là. Parce que j'allais vous poser la question, vous êtes avec le projet de Marine Le Pen devant vous ce matin. Parce que je suis un grand lecteur des programmes économiques du Front National. Je les ai lus depuis sa fondation en 1972. Chez Marine Le Pen, il n'y a jamais la question du partage. Il y a les riches et les pauvres. Il y a jamais les actionnaires et les salariés. Et là, on est dans un temps où les inégalités sont en train d'exploser complètement aux deux bouts. Et dans toute sa campagne, Marine Le Pen n'a pas posé la question. Et pourtant, elle dit comme vous aujourd'hui, il faut taxer les super riches. Et pourtant, elle dit comme vous aussi sur la retraite à 60 ans. Mais c'est une résistante de 1945, quoi. La dernière heure. Mais oui, c'est de la dernière heure. Là, maintenant que Emmanuel Macron a dit il y a des profiteurs de guerre, elle dit pareil. Je veux qu'on explique pourquoi il y a ce point d'aveugle dans le programme du Front National et qu'au fond, c'est le même point aveugle chez les macronistes. Et c'est un point essentiel. Parce que ce que ne voudront surtout pas les dirigeants du système, ce que nous voudrons surtout pas, ceux dont la fortune a triplé ces 5 dernières années, c'est qu'on mette au centre la question du partage. Qu'est-ce qui se passe? Je m'excuse, mais
Qu'est-ce qui se passe depuis 15 ans. Faudra tout de même qu'on revienne à votre loi, François Ruffin. Vous avez évoqué que vous avez dit peut-être qu'elle votera la mienne, donc vous allez déposer une loi pour taxer les évidemment, on va déposer des amendements, notamment dans le paquet pouvoir d'achat, parce que vous savez que les propositions de loi, en vérité, c'est de la fumée, ça va pas passer dans l'hémicycle. Hein. Mais je vais déposer. Vous allez amender le Bah oui, le je vais texte hyper amender, parce que vu ce qu'il risque d'y avoir comme à l'intérieur du projet pouvoir d'achat, c'est pas des amendements qu'il va y avoir. Hein. Qu'est-ce que vous allez proposer ? On va le réécrire. Sur les salaires, la question centrale aujourd'hui, c'est la question des salaires. Pour moi, je suis favorable à une indexation des salaires sur l'inflation. C'est-à-dire quand l'inflation augmente de 5%, comme c'est le cas aujourd'hui, il n'y ait pas le SMIC seulement qui augmente de 5%, mais que ça soit tous les salaires qui augmentent de 5%. Pourquoi la gauche l'a supprimé, ça, en 82 ? La gauche, vous savez que ça va pas être exactement François ma gauche. Mitterrand. C'était pas votre gauche, François Mitterrand ? Vous étiez jeune, vous allez me dire. J'étais jeune, j'avais 6 ans, je me souviens de Michel Platini, surtout en 1982. Mon grand événement, moi, c'est la gauche qui l'a supprimé. C'est Séville et Patrick Battiston, plus que l'indexation des salaires, la désindexation des salaires. Mais oui, je pense que si on regarde ce qui s'est passé dans les années 80, ça a été une grande, pour le moins une erreur. C'est un alignement sur la politique libérale. À ce moment-là, Lionel Jospin dit « Nous ouvrons une parenthèse libérale ». Le fait est qu'on est encore coincé à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? À partir du moment où on ne dit plus que les salaires vont automatiquement suivre l'inflation, c'est ce qu'on a appelé à l'époque l'échelle mobile des salaires, qu'est-ce qui se passe ? En 5 ans, on a grosso modo 10% de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de tout ce qui est produit dans le pays, qui passe du travail, des salariés vers le capital, vers les dividendes, vers les actionnaires. Ça veut dire que vous ne croyez pas au risque de la spirale, c'est-à-dire l'inflation augmente, les salaires augmentent, etc. Ils s'entretiennent l'un et l'autre. Moi, je vois que, en tout cas, quand on a une inflation des profits, quand on a une inflation des bénéfices... Ça, c'est autre chose. Mais non, c'est pas autre chose. Parce que, non, c'est pas autre chose. C'est la même chose. C'est l'inflation. L'inflation, aujourd'hui, il y a des économistes qui en parlent, qui disent que la crise de l'inflation est évidemment une crise des matières premières, qui est liée à la crise écologique, et pas seulement à la crise en Ukraine, et dont il faudrait, sur laquelle il faudrait travailler sur la durée, mais elle est liée aussi à une crise d'inflation des profits. Et donc, la question aujourd'hui, c'est comment on fait pour que on n'ait pas, je le répète, certains qui se gavent en haut et qui ne laissent que les miettes à ceux qui travaillent le plus. Ça fait des mois que vous portez cette idée d'une réindexation des salaires sur l'inflation. Pourquoi ça fait pas partie du projet ? Ça ne faisait pas partie du projet des Insoumis, ni à l'élection présidentielle, ni aux législatives. Ça avance. Ça avance. Mais même dans votre camp. Mais dans mon camp aussi, je vous assure que ça avance. Maintenant, c'est-à-dire que vous êtes minoritaire sur cette question, y compris chez les Insoumis. On avance. C'était pas une idée. Pourquoi ? Parce que l'inflation n'a pas été vue comme quelque chose de structurel. Moi, je suis convaincu que l'inflation n'est pas là de manière conjoncturelle, mais qu'on va avoir une inflation structurelle qui est là dans la durée. Et donc, face à cette inflation structurelle, il nous faut des mesures qui soient pas conjoncturelles, qui soient pas un petit chèque, une petite prime, un bon d'achat, mais qui soient structurellement, qui lie. Et alors, après, moi, ça fait partie de mon combat. Mon combat, c'est une chose simple, évidente et franchement pas révolutionnaire. Les Français doivent vivre de leur travail. On va en parler dans un instant, si vous le permettez, François Ruffin. C'est la clé. Vous restez avec nous. Le fil info, 8h41, Solène Crescent. Une aide alimentaire d'urgence versée à 9 millions de foyers modestes dès la rentrée de septembre. Le gouvernement étoffe son projet pouvoir d'achat présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres. Ce sera un chèque de 100 € plus 50 € par enfant. Au lendemain du verdict au procès des attentats du 13 novembre, les parties civiles saluent des peines adaptées, justes. Elles vont de 4 mois de prison à la perpétuité incompressible, le maximum pour Salah Abdeslam, considéré comme co-auteur. Arthur Desnouveaux, président de l'association de victimes Life for Paris, parle aussi sur France Info d'énormes gâchis. 10 départements en vigilance orange aux orages de la Haute-Loire au sud de l'Alsace. Des orages parfois accompagnés de grêles qui peuvent être violents dès 14h, prévient Météo France. Et puis c'est une première pour Canal+. La chaîne cryptée va diffuser l'intégralité des Coupes d'Europe de football, Ligue des Champions, Ligue Europa dès 2024 et jusqu'en 2027. France Info. Le 8-30 France Info, Neila Latrousse, Marc Fauvel. Avec François Ruffin, député insoumis de la Somme. François Ruffin, vous croyez en la valeur travail, ce que vous venez nous dire. Est-ce que ça veut dire que quand on travaille plus, il faut gagner plus ? C'est un slogan qui a déjà été pris, ça, hein ? C'est pas travailler plus, c'est déjà ce qu'on fait aujourd'hui. Je veux dire, je me souviens d'Emmanuel Macron dans le cœur de la crise Covid qui nous disait « Il faudra nous rappeler
que le pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Et il ajoutait, citant la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. On a dans notre pays 4,6 millions de salariés de la seconde ligne. Il y a un rapport du ministère du Travail qui s'appelle le rapport RL qui a identifié ces métiers, auxiliaire de vie sociale, agent d'entretien, assistante maternelle. Mais de l'autre côté, disons, côté plus masculin, cariste, ouvrier de l'industrie agroalimentaire, ouvrier du bâtiment. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que ces emplois dont tout le monde dit qu'ils sont essentiels, dont tout le monde dit qu'ils sont indispensables, sont des emplois qui sont aujourd'hui mal payés. Donc il revaloriser ces emplois-là. Voilà. Et alors, est-ce que vous plafonnez aussi les écarts entre le très volontiers, sans difficulté. Vous pouvez le proposer dès la loi pouvoir d'achat. On peut le proposer. Maintenant, il s'agit qu'il y ait des choses qui soient acceptées. Mais dans les 4,6 millions de salariés, je signale que Madame Borne, qui à l'époque était ministre du Travail, en lisant les conclusions de ce rapport, elle disait « Nous faisons confiance au dialogue social pour aboutir à quelque chose d'intéressant. » C'est-à-dire qu'il allait y avoir une espèce d'harmonie universelle qui allait se mettre en branle et que tous ces métiers que je viens de citer et d'autres, eh bien, ils allaient être naturellement revalorisés par l'effet du marché. On voit que ça ne marche pas. Le rapport capital-travail, il permet pas. Vous avez déposé un texte d'ailleurs là-dessus, oui. En proposition de loi de mémoire qui était co-signé avec un député sur les métiers de lien, notamment, et qui n'a pas été adopté. Vous allez le redéposer? En tout cas, je vais redéposer. Moi, vous savez, le gros du travail, il faut pas rêver sur ce que nous on va déposer. Mais par contre, c'est un travail d'amendement. Un travail d'amendement pour faire que dans le texte qui va y avoir le paquet pouvoir d'achat, il y ait la revalorisation du travail, en particulier de ces métiers, mais pas seulement de ces métiers. Vous savez, moi j'ai passé 2 mois de campagne où j'ai croisé des gens qui sont à 1700, 1800 euros et que même quand il y a 2 revenus à l'intérieur du ménage, c'est comment on peut faire pour que notre fille, elle aille à l'université, qu'on lui paye un logement, voilà. Donc des grandes difficultés simplement, et je le pose comme point central, les Français doivent vivre de leur travail. C'est pas des bons d'achat, c'est pas des primes, c'est pas des machins dont on nous sert et nous resserre maintenant depuis 1 an qui résolvent ce problème-là. Les Français font vivre le pays, ils doivent vivre de leur travail. Vous avez mis en garde François Ruffin il y a quelques jours dans une interview au journal Le Monde, la gauche et la NUP en disant on n'a pas été bon, je résume vos propos, là c'est moi qui le dis, on n'a pas su parler à la France des villages, à la France des campagnes, à la France périurbaine, à la France des gilets jaunes. Est-ce que ça valait ce nous pour la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon? D'abord dire ce qui a été réussi, et c'est pas une figure de style. Je veux dire, quand on arrive à 22%, on pourrait avoir une gauche qui soit morte aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand la gauche, elle a porté le nom de Hollande, quand le fils de Hollande, c'est Emmanuel Macron, et quand on vient nous prétendre que Elisabeth Borne est de gauche, je veux dire, ça veut dire qu'elle pourrait être enterrée, la gauche. C'est-à-dire que toute personne des classes populaires à qui on dirait le mot gauche, elle serait en train de fuir. Jean-Luc Mélenchon, je vais y venir. Jean-Luc Mélenchon, il a remis la gauche debout, il l'a remise en mouvement. Il a permis, ils ont fait 3 paris, et nous, pendant la campagne présidentielle, 1, les dom-tom, il y est majoritaire, quasiment élu président de la République au premier tour. 2, les villes. 2, la jeunesse, notamment la jeunesse des villes. C'est quand même un ferment pour l'avenir, le fait que la majorité des jeunes de 18-24 ans aient un premier vote qui soit un vote progressiste. Et 3e point, les banlieues populaires qui sont un peu sorties de l'abstention, qui sont allés voter et voter pour le candidat. Et tout ça, ça fait 22%. Et tout ça, ça fait 22%. Mais pour être élu, il en faut plus. Je regarde les choses avec lucidité. Tout ça, ça fait 28% aux législatives quand on se rassemble tous. Donc ça permet d'avoir des groupes à l'Assemblée nationale, mais on est loin d'être majoritaire. Ouais. Donc il y a la nécessité de se demander aujourd'hui où sont ceux qui manquent. Évidemment. Et pour moi, je vois que chez moi, cette campagne n'a pas pris. C'est évident. Je peux pas nier que... Quand vous dites chez vous, c'est la Somme, ce sont justement ces territoires, des ronds-points. Voilà, territoires. Alors j'ai un coin, j'ai à la fois un quartier populaire où là ça a très bien pris, mais les campagnes populaires, qui sont pourtant des campagnes ouvrières, des anciens bassins... Pourquoi la gauche n'arrive plus à parler à cette France-là? Entre autres, je pense que d'abord il faut y aller. Ouais. Il faut en comprendre les difficultés. Et je pense qu'il faut poser de manière centrale comme conflit le conflit du haut et du bas. C'est ce que j'ai fait dans ma campagne. Vous savez, quand mener campagne, c'est faire passer un message en 30 secondes. C'est quoi le haut, le bas? Le haut, le bas, c'est Madame, est-ce que votre retraite, elle a triplé? Monsieur, est-ce que votre salaire, il a triplé? Les gens, ils vous regardent comme ça, ils disent, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Non, évidemment, ça n'a pas triplé, il est fou. Parce que les grandes fortunes, elles ont triplé. Ah oui, c'est pas juste. Et que le sentiment... L'avenir de la gauche, c'est la lutte sociale. Oui, pour moi, des classes. Le conflit central est le conflit autour de la répartition des richesses. C'est pas aller vers une égalité pure et parfaite, mais se dire, on doit être dans un monde qui est plus juste. Et à partir du moment où on a reposé
la question du partage comme point central, on parvient, je pense, davantage à agréger. Après, il y a des points qui sont des points autres, par exemple, l'importance de la question du handicap, qui, à mon avis, n'a pas été traité correctement dans la campagne. Dans les campagnes, pas seulement dans la nôtre. Et la question du rapport au numérique qui, parfois, éloigne de la République. Mais aussi, j'insiste sur le travail. Quand est-ce qu'on a parlé de la logistique ? Moi, dans mon coin, on a l'impression de devenir l'entrepôt de l'Europe. C'est des millions de personnes qui travaillent dans la logistique et il n'y a pas de représentation. Ce que vous dites, l'entrepôt de l'Europe, c'est-à-dire que l'avenir de la gauche, c'est aussi mettre de côté la mondialisation, dire c'est fini ça. Moi, je suis partisan depuis longtemps, non pas de dire c'est fini, vous savez, on n'évacue pas un système comme celui-là, mais en tout cas d'une forme de protectionnisme qui, en effet, tempère la mondialisation. La gauche doit être protectionniste. Oui, pour moi, mais ça fait 20 ans que je dis que, en tout cas, on doit être un régulateur. Mais vous le dites aux autres maintenant. Je le dis à tout le monde. Vous savez, les Français sont prêts à entendre. Par exemple, monsieur Macron, qui lui-même a eu des accents dans la crise Covid en disant déléguer notre alimentation, notre protection à d'autres est une folie. Bon, c'est lui qui le disait. Là, qu'est-ce qu'il fait cette semaine ? Il signe un traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui va permettre l'importation de bœuf, de moutons, de produits laitiers. Pourtant, où là-bas on utilise de l'atrazine, il n'y a pas de réglementation sur le transport des animaux, il n'y a pas les mêmes normes que chez nous, et pourtant on va permettre. Donc, est-ce qu'à un moment on n'en a pas marre de ce grand déménagement du monde ? Moi, ma région a été une région particulièrement meurtrie par les délocalisations en série. C'est pas terminé. Donc, oui, je pense que la gauche doit être une force régulatrice de cette économie mondialisée. Je suis pas sûr que c'est par là qu'on retrouvera les gens parce que ça leur paraît maintenant comme étant des débats lointains. En revanche, dire voilà, on doit pouvoir vivre de notre travail. Nous devons vivre de notre travail. C'est une question simple. Le fil info 8h50 avec Solène Crescent et on poursuit dans un instant avec vous François Ruffin. Et l'inflation s'est encore accélérée au mois de juin. Selon l'INSEE, presque 6% d'augmentation des prix sur un an, surtout ceux des énergies et des aliments. Face à la flambée du Covid, le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy estime ce matin que le pic du variant BA5, petit frère d'Omicron, peut être atteint fin juillet. Plus de 80 000 cas par jour en moyenne cette semaine. La sanction n'est pas lourde, elle est juste, estime sur France Info ce matin Jean-François Ricard, procureur national antiterroriste, au lendemain du verdict des attentats du 13 novembre. Réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam. Tous les accusés sont reconnus coupables. Les avocats des accusés et le parti antiterroriste ont 10 jours pour faire appel. 10% des vols annulés à l'aéroport de Roissy. Ce matin, grève des pompiers aujourd'hui. Demain, jusqu'à dimanche, Roissy et Orly seront touchés par un mouvement de grève plus large, interprofessionnel, pour réclamer des augmentations de salaire. France Info. Le 8-30 France Info, Neila Latrousse, Marc Fauvel. Toujours avec le député insoumis de la Somme, François Ruffin. Vous dites autre chose ces derniers jours, François Ruffin. Vous dites que la gauche ne doit pas avoir honte de parler de la sécurité, notamment de la sécurité de tous les jours, celle, pardon de la caricature, mais des halls d'immeubles occupés ou des dealers en bas des tours. Disant cela, est-ce que vous acceptez de parler, par exemple, comme un Manuel Valls ? Non. D'abord, qui a eu ce combat pendant des années à dire la gauche ne doit pas laisser la sécurité à la droite. D'abord, dire que je ne centralise pas là-dessus, vous l'avez entendu, ma question centrale, c'est celle de la répartition des richesses, et je pense que c'est là-dessus qu'on regagnera. Maintenant, quand je me retrouve dans un quartier où une personne me dit « moi, j'arrive pas à dormir la nuit parce qu'il y a de la musique, parce qu'il y a des bruits, parce qu'il y a les quads qui passent, parce que tout ça », qu'est-ce que je dois faire, moi, comme député ? Quelle est la réponse ? Plus de policiers, plus de gendarmes ? En tout cas, je pense que ce qui m'attriste en fait, vous voyez par exemple, je passe voir des personnes qui sont en situation de handicap, qui sont 3-4 dans une même maison, et ça passe mal avec les gens du quartier. C'est où est la force de médiation ? Où est la personne qui intervient et qui va venir retisser du lien ? Est-ce que c'est la ville qui met des gens à disposition pour qu'il y ait une discussion et pour que ça passe mieux entre les habitants ? Est-ce que c'est l'office HLM ? Est-ce que c'est la police ? Moi, j'ai publié un petit rapport sur que faire de la police. Et je pense que la police, au fond, est un métier du lien. Elle tue pas finalement. Elle tue pas finalement. Il arrive que des policiers tuent. Et quand des policiers tuent, il doit y avoir enquête, sanction et procès. Ouais, mais dire la police tue, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, généraliser, vous êtes à l'aise avec ça ? Comme une généralité, non. C'est pas le cas, c'est pas la fonction de la police. Mais ceci dit, on a aujourd'hui un gros problème, c'est que la police n'est pas dirigée. Elle s'auto-dirige. Pourquoi ? Parce qu'au fond, le pouvoir macroniste s'est mis entre les mains de la police.
Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que pendant la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron le sait, il n'a tenu que par la force de coercition. Il n'a tenu que par la matraque, que par la LBD. Et donc, qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné quand même, il faut en établir le bilan et dire que dans une démocratie, c'est franchement pas quelque chose de normal. Mais vous ne dites pas la même chose que Jean-Luc Mélenchon. Je ne dis pas la même chose que Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas de doute que, vous savez, je suis entré... Il y a des nuances là-dessus. Il y a des nuances. Je suis entré à l'Assemblée nationale en mon âme et conscience et je prétends en sortir avec mon âme et conscience. Et dire ce que je pense, je le redis quand même, pendant la crise des Gilets jaunes, ça a été 300 éborgnés, ça a été 6 bras, 6 mains amputées et ça a été 30 éborgnés. On a quand même un grand problème. Donc là, maintenant, qu'il faille une réforme de la police et qu'il faille poser cette question de la réforme de la police, entre autres en se demandant quelle est la mission qu'on veut lui faire remplir. Et moi, je le dis, pour moi, c'est un métier du lien et la fonction principale, je m'appuie là sur les travaux du sociologue Sébastien Rocher qui a travaillé dans les écoles de police, ça doit être de rétablir la confiance entre les citoyens. François Ruffin, depuis hier, le Rassemblement national compte 2 vice-présidences à l'Assemblée, ce qui veut dire que concrètement, il y aura des débats dans les jours, dans les mois à venir, qui seront présidés par des élus du Rassemblement national. Est-ce que pour vous, c'est le fonctionnement normal de la démocratie ? Est-ce que vous siégerez quand ils présideront ces débats ? Écoutez, je ne vais pas me mettre à mettre le banc vide. Ma fonction est de siéger, il n'y a pas de doute là-dessus. En revanche, je veux qu'on voit comment l'histoire s'est accélérée. C'est-à-dire qu'il y avait le barrage, et puis les macronistes ont tendu la main dans l'entre-deux tours. Après le premier tour, ils se sont mis à dire finalement, on va aller chercher des voix chez les députés du Rassemblement national pour faire passer nos lois. On a eu Éric Woerth qui a dit finalement, il vaudrait mieux que le président de la commission des finances, néo-macroniste, qui a dit il vaudrait mieux que le président de la commission des finances soit un Rassemblement national plutôt qu'un insoumis, parce que les insoumis ont l'idée du contrôle fiscal. Ils ont le plus de députés aujourd'hui en termes de groupe à proprement parler. Non, mais en tout cas, c'est pas l'explication qui a été donnée par M. Woerth, c'est sur le fond politique qui s'est situé. Sur le fond politique, vaut mieux quelqu'un du Rassemblement national, parce que au moins, lui, il fera pas de contrôle fiscal. Je veux dire... Vous n'avez pas une part dans cette bascule, François Ruffin, quand Jean-Luc Mélenchon, depuis 5 ans, lui non plus ne fait pas barrage clairement. Quand il dit simplement pas une voix au FN ou pas une voix au RN, ça veut pas dire aller voter pour le candidat en face. Ça veut dire aussi abstenez-vous ou votez blanc. Moi, je pense que de toute façon, au fond, dans les têtes des gens, le barrage y avait déjà sauté. Oui. Donc mais il a sauté des 2 côtés. Oui, mais je veux vous dire, quelle est la suite de l'histoire ? Quelle est la suite de l'histoire ? D'où on vient ? Les libéraux, le projet libéral, il est mort. Il est démocratiquement mort. Il est mort en 2005 quand il y a 55% des Français qui ont voté non au traité constitutionnel européen et 80% des ouvriers. Qu'est-ce que ça produit ? Ça produit que depuis ce temps-là, ils savent qu'ils doivent gouverner contre le peuple et sans le peuple. Donc, la base sociale de ce projet libéral s'est rétrécie dans le pays. On n'est plus... donc, il a fallu qu'ils se rassemblent tous de l'UMP au PS compatible avec ce projet libéral. Enfin, vous dites Macron, Le Pen, c'est la même chose ? Je dis la suite de l'histoire, pour que le système se maintienne, pour qu'il se maintienne entre les mêmes mains, c'est une fusion entre un parti libéral qui s'est montré de plus en plus autoritaire, notamment dans sa gestion de la crise des Gilets jaunes et même dans sa gestion de la crise Covid, et un parti du Rassemblement national qui, au fond, sur le terrain économique... Non, mais laissez-moi terminer, puisque je dis des choses graves. Allez-y. Qui, sur le terrain économique, est tout à fait compatible avec le programme libéral. Mais c'est quoi le système ? Pardon ? C'est quoi le système ? Vous donnez l'impression qu'il y a une... Mais le système, ce sont les dirigeants des grands médias qui, évidemment, par exemple, en 2017, ont permis l'élection d'Emmanuel Macron en le mettant à fond en avant. Ce sont les dirigeants des fonds... Avec le même reproche est fait en ce moment à quasiment l'ensemble des médias, qui est d'avoir fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Très bien. Mais je vous dis, on peut citer... Et Marine Le Pen. Je peux vous dire que Monsieur Macron dînait une fois par semaine chez Monsieur Bernard Arnault, qui est un patron de presse, qu'il y a eu des services qui ont été rendus à Monsieur Bouygues, des services qui ont été rendus à Monsieur Drahi, que Monsieur Niel est un ami personnel de Monsieur Macron, et que tout ça a été une préconstruction du vote de 2017. On peut être précis là-dessus. Mais il y a un système, en général, qui s'appelle le capital, qui tient les manettes des outils de production dans ce pays. Et eux, pour que les manettes ne leur échappent pas, malgré la crise écologique en cours, malgré la crise sociale en cours, la suite de cette histoire, c'est d'inviter à des épousailles entre la famille autoritaire. C'est-à-dire que Marine Le Pen fait partie du système, c'est ce que vous dites. Maintenant, elle fait tout pour faire partie du système. Et le système vote Marine Le Pen, c'est ça votre... Le système va inviter demain
un rapprochement. Et c'est en cours. Vous regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est une petite lorgnette. Mais moi, je lis avec attention le programme économique de Marine Le Pen. Je regarde quand elle donne des entretiens à l'opinion où elle dit « On ne touchera pas à la Banque Centrale Européenne, ne vous faites pas de soucis, nous réglerons la dette ». Quelle est la campagne que Marine Le Pen a faite ? C'est une campagne pour dire à l'oligarchie « Ne vous faites pas de soucis, je vais maintenir les choses en place, il n'y aura pas d'aventure avec moi ». Et donc, elle considère comme acquis le fait qu'elle est le parti du social, et donc que maintenant, elle peut devenir le parti de « Regardez, nous sommes des gens sérieux ». Regardez le type d'opposition qu'elle propose Emmanuel Macron. La veille, le dimanche, c'est nous sommes la seule opposition à Emmanuel Macron, et le lendemain, c'est quand même nous serons une opposition constructive, on croirait du Jean-Pierre Raffarin, quoi.